Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est à la fin du mois et qui dit fin du mois dit forcément bilan lecture. Pour ma part, ce mois-ci, j'ai quand même lu beaucoup de mangas, donc j'en ai lu 58 et je vais pas vous faire un bilan de tous les mangas que j'ai lus. Et je pense que c'est un petit peu plus intéressant de vous faire un bilan des 5 meilleures lectures que j'ai pu faire ce mois-ci, mais aussi des 5 moins bonnes lectures que j'ai pu faire aussi. C'est un petit peu plus intéressant, comme ça je peux un petit peu plus rester sur chacun des titres, vous en parler plus en profondeur et vous les présenter un petit peu plus longtemps. Donc on va bien sûr parler de mon top 5 du mois et de mon flop 5 aussi, parce qu'il y en a aussi. Et donc je vous propose de commencer par le top 5. On va commencer par le meilleur, c'est quand même un petit peu mieux. Donc en cinquième position, j'ai choisi de mettre le tome 51 de One Piece, 50, 51, 52. En fait, ça correspond un petit peu au début de l'arc de Marineford. Donc en fait, je suis en plein marathon One Piece et j'ai jamais lu One Piece, j'ai jamais regardé. Donc c'est vraiment une totale découverte. Et j'ai choisi de mettre ce tome-ci, ou alors ça aurait pu être le précédent ou le suivant. Mais c'est vraiment le moment où Luffy commence à péter un câble, où il frappe la personne qui est issue de la haute noblesse. J'ai oublié le nom, mais quand on voit le regard qu'il fait quand il s'attaque à Octi, on se dit oula, il va se passer une dinguerie et je pense qu'on n'est pas prêt pour la suite, ça va déclencher énormément de choses et on le voit très bien quand l'amiral Bartholomew, si je dis pas de bêtises, il va s'attaquer un petit peu à toute l'équipe. On sent que ils sont clairement pas prêts et nous non plus, je crois qu'on est clairement pas prêts pour ce qui va se passer pour la suite. Il va se passer des vraies dingueries, je le sens. Ça me donne encore plus hâte de me plonger dans cet arc de Marineford. En quatrième position, j'ai décidé de mettre ce one-shot qui s'intitule l'histoire de l'empereur Akihito. Donc ce one-shot, qu'est-ce que c'est? En fait, il a pour but de raconter les plus grands passages de la vie de l'empereur Akihito. Donc c'est l'empereur japonais qui était en poste depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à très récemment, il me semble c'est 2020-2019, où c'est son fils Naruhito qui a pris sa succession. Donc on voit vraiment presque de sa naissance, il me semble que c'est de sa naissance jusqu'à la fin quasiment de son règne. C'est très intéressant. Moi je suis assez friand de tout ce qui est récit historique, enfin tout ce qui touche à l'histoire, j'aime beaucoup. Et c'est super bien fait parce qu'on voit beaucoup d'aspects en fait, que ce soit dans la vie politique. Par exemple, on revoit certains passages de la Seconde Guerre mondiale, un petit peu comment ça s'est passé pour les Japonais, etc. Vu qu'ils ont subi la défaite, c'était assez compliqué pour eux de s'en relever. L'empereur Akihito a super bien fait son travail apparemment. Il a été assez apprécié de beaucoup de personnes de la population japonaise et dans le monde aussi. Il était quand même assez apprécié de ce qu'on a compris. Et en tout cas, il a fait tout son possible pour rendre une certaine gloire au Japon depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc il a essayé de redresser le pays, de faire un maximum pour que le monde soit assez en paix aussi avec le Japon, parce qu'il a vécu quand même des heures assez sombres. Donc franchement, si vous aimez tout ce qui est récit historique, je peux vraiment vous le conseiller, surtout si vous aimez bien un petit peu découvrir certaines histoires du Japon. C'est des choses qu'on voit pas beaucoup en fait quand on est soit même en licence d'histoire ou alors même collège, lycée. C'est vraiment quelque chose dont on parle pas beaucoup. Et en tout cas, ce manga le fait très bien. En troisième position, j'ai décidé de mettre le tome 7 de Gannibal. J'ai mis le tome 7 parce que moi je me suis arrêté ici, mais faut qu'on parle de Gannibal, faut s'arrêter, faut parler de Gannibal si vous ne connaissez pas. Donc Gannibal, de quoi ça parle? En fait, on va suivre l'histoire d'un flic qui a été muté dans une campagne, dans une ville de campagne. Donc vraiment, quand je parle de la campagne, c'est vraiment limite des bouseux qui ne connaissent que le village en lui-même. Mais sauf qu'il y aura un petit problème. L'ancien policier qui était affecté à ce village, en fait, il va être retrouvé mort et on va le suspecter d'avoir été assassiné par des gens et qu'ils ont voulu le manger en fait. Donc il va avoir une histoire de cannibalisme, et donc cette histoire de cannibalisme, il y aura un petit peu toujours une histoire assez floue quand même autour d'une famille qu'on appellera les Goto. Et ce qui est assez fort avec cette histoire, c'est que je dis que tous les personnages, absolument tous les personnages, peuvent être suspectés de n'importe quoi. Du simple villageois aux membres de la famille de Goto, et même le personnage principal, on sent que des fois il est pas très net, et c'est ce qui fait vraiment la force du manga, c'est que vraiment on doute de tout et on n'a jamais vraiment le fin mot de l'histoire. On peut
pas vraiment deviner qu'est-ce qui va se passer par la suite. Ce qui en fait selon moi un excellent thriller, voire même le meilleur que j'ai lu à l'heure actuelle. Et là, pour pas trop spoiler, là je me suis arrêté, pour ceux qui savent, au moment où les enfants vont être libérés en fait. Et encore une fois, chaque tome a le droit à son retournement de situation et on s'y attend quasiment jamais, voire jamais en fait. Donc clairement, sa troisième place, il l'a pas volé. Ensuite, deuxième position de mon top 5, j'ai choisi de mettre Cigarette and Cherry. Donc Cigarette and Cherry, de quoi ça parle? En fait, ce sera au début une série de petites histoires, c'est des petits chapitres. Donc on va suivre un garçon ici qui entre à l'université, mais sauf que lui il est issu d'une école où il n'y a que des garçons, donc il a jamais eu de copine, etc. Pour lui, l'entrée à l'université, ça signifie enfin je vais pouvoir pécho. Donc il a vraiment cette idée en tête. Pour lui, l'université, c'est pas pour l'instant pour les cours, c'est vraiment je peux pécho, ça y est, maintenant il faut que je pécho une fille, il faut. Sauf que lui, il est assez novice en drague, il est vraiment complètement nul, faut dire les termes. Il a été juste formé par ce qu'il voit dans les bouquins, ce qu'il voit à la télé, ce qu'il voit dans les vidéos, etc. Donc c'est vraiment des techniques très très nulles. Il va tomber sur cette fille qui est plus âgée qu'elle. À l'université, il va se retrouver dans le coin fumeur, donc forcément, il va faire semblant de fumer, demander un briquet. Pour lui, c'est sa technique de drague. Et donc, il se va se ramasser râteau sur râteau. Mais sauf ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois qu'elle lui met un petit râteau, elle lui donne toujours un petit conseil pour faire mieux la prochaine fois. Donc c'est vraiment pas dans le but de tailler pour tailler, elle le recale et ensuite elle lui donne un petit conseil pour essayer de faire mieux la prochaine fois. Donc c'est vraiment une comédie romantique que j'ai vraiment appréciée et je peux vous le conseiller si vous cherchez une comédie romantique assez mature, un peu plus mature que des shoujo en tout cas. Et maintenant passons au numéro 1 de mon top 5 qui n'est autre que Blue Period. Donc Blue Period, moi je l'ai découvert ce mois-ci et c'était vraiment une de mes meilleures découvertes de l'année 2022, je dirais pour l'instant. Donc Blue Period, de quoi ça parle? Donc on va suivre un jeune lycéen que vous voyez juste ici, qui s'appelle Yatora. Donc Yatora, en fait, c'est un lycéen qui est brillant, il réussit quasiment tout ce qu'il fait à l'école, c'est un très bon élève, il a des bonnes fréquentations, en tout cas il a un bon cercle d'amis, bref, il a tout ce qu'il faut pour être l'étudiant un petit peu modèle. Sauf que le problème, en fait, il a le goût de rien dans la vie. Et ça, on le comprend assez vite, rien que dans le premier chapitre. En fait, il se questionne sur beaucoup de choses. Il se demande, je fais ça pour être dans ce groupe d'amis, je fais ça pour plaire à mes parents, etc. Mais il n'y a vraiment rien qui le passionne. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce manga, c'est qu'il y aura énormément de questionnements sur beaucoup de choses, sur beaucoup de thèmes différents. Donc là, avec l'exemple de fumer, c'est vraiment fumer pour se faire bien voir. Donc il y a vraiment ce sentiment de je fais quelque chose en fonction du regard des autres. Et ça aussi, donc du coup, le manga vous fait comprendre aussi, vous essaye de vous faire passer le message que peu importe le regard des autres, fais vraiment ce que toi, tu as envie de faire et toi, ce que tu veux faire. Prends pas en compte le regard des autres, c'est vraiment pas important. Et ça, des messages comme ça, il y en a énormément déjà rien que dans le premier tome. Mais le sujet principal, c'est l'art. Et pourquoi en fait le sujet principal, c'est l'art? En fait, notre personnage principal, il va chercher quelque chose qui le passionne, qui lui donne en fait cette joie de vivre qui lui manque en fait. Donc il va chercher, ça passe par l'art pour lui. Il regarde ça, il dit ouais bof, ça m'intéresse pas, c'est pas intéressant, de toute façon je comprends rien. Le sport, pareil, pour lui il s'en fout un peu, etc. Il y aura pas mal de choses, comme sortir avec ses amis, il fait ça pour avoir un cercle social. Les études, il fait ça pour avoir des bonnes notes pour ses parents, mais sans plus. C'est pas ce qui l'intéresse d'étudier non plus. Sauf qu'à un moment, il va tomber sur une œuvre d'art d'un de ses camarades. Il va s'arrêter, il va fixer cette œuvre d'art et il va se dire waouh, c'est incroyable ce que je suis en train de voir. Et c'est à partir de ce moment-là que le manga il va prendre un autre sens, puisqu'en fait, il va commencer à se passionner pour l'art sans qu'il s'en aperçoive en fait. Il va se balader dans la rue, il va regarder, je sais pas, Shibuya, là par exemple il est à Shibuya, il va se dire waouh, c'est magnifique ce jeu de couleurs, etc. Et il va se mettre à penser à l'art de façon assez inconsciente. Et donc de fil en aiguille, il va commencer à se rapprocher du club d'art et il va commencer vraiment à se passionner pour cette chose-là. Chose qu'il détestait avant, il s'endormait même en cours de dessin, c'est pour dire. Et donc il y a une réelle évolution de ce côté-là du personnage. Et en plus de ça, niveau art en fait, moi j'aime pas spécialement l'art, mais il faut avouer que ça donne super envie en tout cas de s'intéresser de plus près aux tableaux, aux sculptures, etc. Parce qu'il y a vraiment des détails qui sont
très bien fait. Pour ceux qui aiment l'art, en tout cas, vous allez vous régaler, c'est sûr. On a fini mon top 5, maintenant un peu moins drôle, on va passer au flop 5. En 5e position, j'ai décidé de mettre The Ice Guy and the Cool Girl. Donc c'est le premier shoujo de chez Mangetsu. On va déjà parler des points positifs. Donc la couverture, déjà, je la trouve très belle. Pareil pour les dessins, je les trouve vraiment magnifiques, mais c'est peut-être les seuls points positifs que j'aurais à donner à l'œuvre. Les points négatifs, je dirais que c'est des très courtes histoires. C'est des chapitres en 4 pages, donc c'est vraiment très court. C'est un petit peu des mini-sketchs. Ça, j'aime pas trop le format, je trouve que ça s'adapte pas trop à un shoujo. Et en fait, en un tome, on n'a pas vraiment l'impression que ça avance tant que ça. En fait, le format, il est vraiment pas adapté, je trouve, au shoujo. C'est sympa, certes, mais on sent pas que l'évolution, en tout cas, des sentiments des personnages, ça avance tant que ça. Donc certes, c'est beau, mais sur le fond, moi, j'ai pas trop accroché, ni sur la forme, en fait, du chapitrage. Je trouve que c'est pas trop adapté. En numéro 4, j'ai mis le tome 1 de Fukuneko. Me demandez pas pourquoi, c'était dans ma pile à lire. Voilà, j'ai trouvé ça mignon, mais ça s'arrête là, c'est peut-être le seul point positif. Je suis certainement pas le public visé, mais en fait, c'est des chats qui vont essayer de rendre un maximum de bonheur aux gens auxquels ils s'attachent. Voilà, il y a une petite histoire de fond, mais ça vole pas plus haut que ça, donc voilà pourquoi je le mets dans les flops. Numéro 3, je mettrai le tome 49 de One Piece. Il y a du One Piece dans mes flops, malheureusement il en faut aussi, mais j'aurais pu mettre le tome 49, 48, 47. En fait, j'englobe tout complètement l'arc Thriller Bark. Donc pour moi, j'ai vraiment un arc que j'ai subi quasiment du début à la fin. J'ai pas trop accroché, j'ai pas trouvé un réel intérêt à part le fait que Brooks soit intégré à l'équipe. Et si on enlève aussi la partie où Zoro commet un certain sacrifice, j'ai trouvé l'arc assez vide et moi j'ai pas été si convaincu que ça. Surtout qu'on sort de Enies Lobby que je trouvais incroyable et qu'on approche de Marineford qui s'annonce tout autant incroyable. Donc pour moi Thriller Bark c'est quand même le moins bon arc, en tout cas de One Piece, donc c'était dans mes flops de ce mois-ci. En 2e position, j'ai choisi de mettre le tome 2 de Divine. À mon avis, pas beaucoup de gens connaissent ce titre. C'est une série qui est en 3 tomes, faite par la dessinatrice de L'Atelier des Sorciers. Le seul point positif, je dirais, c'est les dessins de cette œuvre, donc qui sont quasiment les mêmes que ceux de L'Atelier des Sorciers, que je trouve sublime. Mais au-delà de ça, j'ai pas vraiment trouvé de point de positif. Donc déjà, de quoi ça parle très rapidement. On va suivre l'histoire d'un ange et d'une démone. Enfin, l'histoire, ce sera surtout des petites histoires, des petits sketchs qui vont se dérouler tout au long du tome, tout au long des chapitres. On va voir un petit peu qu'elles vont faire des bourdes, etc. Et qui vont un petit peu chamailler, mais j'ai pas trouvé d'histoire de fond, il n'y a pas vraiment d'histoire de fond. Donc voilà, en fait, c'est beau, mais niveau scénario, niveau histoire, j'ai pas trouvé de grand intérêt en tout cas. Et donc, en première position, pour mon flop 1, j'ai mis ce one shot, Mon papa est une licorne. Donc Mon papa est une licorne, c'est un one shot de chez Akata dans son édition What the fuck. De quoi ça parle? En fait, on va suivre un petit peu le quotidien d'un adolescent et de son beau-père, qui est un homme qui peut se transformer en licorne comme il le souhaite. Ça peut paraître sympa, ça peut paraître drôle. Moi en tout cas, j'ai pas passé un mauvais moment, mais il n'y a pas un moment où j'ai rigolé. Enfin, c'est vraiment des situations cocasses, etc. Mais l'histoire de fond, elle est très superficielle. Donc c'est vrai, j'ai pas vraiment trouvé de points positifs, surtout que les dessins, j'ai pas trouvé incroyable. Enfin, c'était du basique. L'histoire très superficielle. Niveau comédie, moi en tout cas, j'ai pas trouvé ça très drôle. Peut-être que c'était pas spécialement mon humour. Mais en tout cas, c'était peut-être, je pense, ma moins bonne lecture de ce mois-ci. C'est pour ça qu'il se retrouve en première position de mon flop 5. Et voilà, j'espère que ce format vous aura plu. Donc vous avez eu mes 5 meilleures lectures et mes 5 moins bonnes lectures du mois. Je pense que ce format il est un petit peu mieux, vu que je lis quand même beaucoup, que de vous présenter un par un les tomes que je lis. Ça peut être un peu plus sympa et au moins ça me permet de me poser sur chacune des œuvres pour vous en parler un petit peu plus en détail. Et donc si mon contenu te plaît, comme d'habitude, je ne peux que t'inviter à liker et à t'abonner pour ne pas louper les prochains contenus. N'hésitez pas à me dire quelle a été votre meilleure lecture, mais aussi votre pire lecture ce mois-ci dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.